La nature est un concept profond et multiforme que beaucoup abordent avec un mélange de fascination, de respect et parfois de méfiance. Lorsque nous parlons de faire confiance à la nature, l'idée peut sembler presque romantique. L'image des oiseaux qui volent, des abeilles qui pollinisent les fleurs, des montagnes qui s'élèvent de manière imposante à l'horizon et des nuages qui dansent dans le ciel. C'est la nature vue de l'extérieur, une scène que nous observons. Mais il est tout aussi important de se souvenir de la nature intérieure, qui comprend notre propre essence humaine, nos impulsions, nos instincts et nos émotions. Cependant, faire confiance à la nature ne signifie pas qu'elle est infaillible. La nature, dans son cours, peut nous surprendre avec des événements dévastateurs, tempêtes inattendues, tremblements de terre, pandémies. Elle peut nous frapper avec une force indéniable, montrant clairement que la confiance n'est pas synonyme de sécurité totale. C'est le risque inhérent à la vie. Nous vivons dans un monde où l'incertitude est constante, et c'est précisément cette imprévisibilité qui donne à la vie sa saveur unique. En l'acceptant, nous apprenons à danser avec l'inconnu. L'alternative à la confiance en la nature est de vivre dans la méfiance totale. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Un monde sans confiance est un monde où chaque élément est contrôlé de manière rigide. Cette idée trouve l'une de ses représentations les plus sombres dans la dystopie décrite par George Orwell dans 1984. Dans ce scénario, l'État totalitaire ne laisse aucune place à la spontanéité ou à l'expression authentique. Tout le monde se surveille et signale au gouvernement toute pensée ou tout comportement qui s'écarte de la norme. Imaginez une société où l'on ne peut même pas se fier à ses propres motivations. Les gens sont soumis à une surveillance constante, les analystes psychologiques enregistrant chaque pensée anormale et la rapportant aux autorités supérieures. Dans ce monde, les relations humaines deviennent artificielles, régies par la peur plutôt que par l'empathie. Ce qui devrait être simple comme un acte de gentillesse ou un moment de plaisir est contaminé par des préoccupations bureaucratiques. Cette obsession du contrôle se reflète déjà en partie dans certains aspects de la vie moderne. Dans de nombreuses institutions, il est clair que la préoccupation de l'enregistrement et de la documentation l'emporte souvent sur l'attention portée à la substance même de l'expérience. Prenons l'exemple des universités. Plutôt que de se concentrer sur la qualité de l'enseignement ou sur l'expansion des connaissances grâce à une bibliothèque bien équipée, la priorité est souvent de veiller à ce que les dossiers administratifs soient impeccables. Dans ces institutions, les dossiers des étudiants sont traités comme des biens précieux, protégés dans des coffres forts, tandis que les infrastructures académiques, telles que les laboratoires ou les bibliothèques, peuvent être négligées. L'ironie est qu'en transformant l'éducation en un système axé sur les titres et les certifications, nous avons oublié la véritable raison d'être d'une université, enseigner et promouvoir la recherche. L'organisation universitaire elle-même reflète cette inversion des priorités. Le personnel enseignant, qui devrait être au centre de toute institution universitaire, est souvent accablé par des réunions administratives sans intérêt et des procédures bureaucratiques qui ne contribuent guère à l'apprentissage ou à la recherche. L'administration, qui devrait être un soutien pour les enseignants et les étudiants, occupe souvent le devant de la scène, dictant des règles qui limitent la créativité académique. Ces tendances ne sont pas l'apanage du monde universitaire. Dans de nombreux domaines de la vie moderne, le processus de documentation, de réglementation et de contrôle dépasse l'expérience elle-même. Nous sommes devenus si préoccupés par le fait de veiller à ce que les registres soient en ordre que nous oublions de vivre les histoires qui comptent vraiment. Cette approche alimente une culture de la peur et de la méfiance où la spontanéité est remplacée par des règles rigides. Cependant, la solution à ce dilemme consiste à apprendre à faire confiance à la fois à la nature qui nous entoure et à notre propre nature intérieure. Cette confiance ne doit pas être aveugle. Il est important de reconnaître que les erreurs et les échecs feront partie du processus. Cependant, faire confiance à la nature signifie accepter son imprévisibilité comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine. En choisissant de faire confiance, non seulement nous nous autorisons à vivre plus pleinement, mais nous rejetons également le besoin d'un contrôle excessif. Cette confiance nous libère des systèmes qui étouffent la créativité et l'expression. Elle permet aux relations de se construire sur l'empathie et le respect mutuel, plutôt que sur la méfiance et la peur. Le raisonnement est donc clair.
Le risque de faire confiance à la nature est infiniment moindre que le coût d'essayer de la contrôler complètement. En tant que société, nous pouvons choisir d'accepter l'incertitude et de vivre dans la joie, ou nous pouvons nous perdre dans un cycle sans fin de surveillance et de restrictions. Le choix est entre nos mains, et c'est une décision qui façonnera non seulement l'avenir, mais aussi la qualité de nos vies dans le présent. La signification de l'éducation et le rôle des écoles ont évolué de manière spectaculaire au fil du temps. À l'origine, le mot « érudit » désignait une personne qui se consacrait aux loisirs intellectuels, une personne qui n'avait pas à se préoccuper des pressions liées à la survie matérielle. Ce concept était lié à celui de gentleman, une personne qui disposait d'un revenu suffisant pour se consacrer à l'étude et à la contemplation, sans avoir besoin de travailler. L'éducation, dans ce sens, était un privilège qui permettait d'explorer la connaissance pour le plaisir d'apprendre, en étudiant des sujets qui n'étaient pas directement liés à la survie ou à la productivité. Cependant, le modèle moderne d'éducation s'est transformé en quelque chose de diamétralement opposé. Aujourd'hui, les écoles et les universités sont des environnements intensément axés sur la production et le travail. Au lieu d'être un lieu de loisirs intellectuels, elles sont devenues des lieux où le travail constant et le respect des délais sont les priorités. La pression pour arriver à la fin du cours ou terminer un programme reflète un système orienté vers les objectifs où l'objectif principal est d'obtenir un diplôme qui sert de carte d'entrée sur le marché du travail. Cette approche utilitaire de l'éducation est en contradiction avec le sens premier des études. À la base, l'éducation devrait être une quête de compréhension, une exploration de l'inconnu et une appréciation des charmantes choses insignifiantes de la vie, telles que la poésie, les arts, la philosophie et d'autres domaines qui ne sont pas directement liés à la survie. La beauté de l'étude réside dans son apparente absence de finalité immédiate, ce qui, aujourd'hui, est souvent dévalorisé dans un monde qui idolâtre la productivité. L'idée que les loisirs sont une partie essentielle de la vie s'est largement perdue. Autrefois, les érudits comprenaient que les loisirs n'étaient pas un luxe, mais une nécessité pour une vie pleine de sens. S'il n'y a pas de place pour le jeu, la vie perd une grande partie de sa valeur. Cependant, il existe une différence fondamentale entre jouer par pur plaisir et jouer dans un but caché. Par exemple, si Jack joue juste pour mieux fonctionner plus tard, il ne joue pas vraiment. Il participe à une forme camouflée de travail. Le véritable loisir n'est pas utilitaire, c'est une expérience en soi. Ce concept est illustré par l'observation de quelque chose d'aussi simple qu'un galet sur la plage. Une personne peut le ramasser et l'admirer simplement pour sa beauté intrinsèque. Il n'est pas nécessaire de justifier cette admiration par un objectif supérieur, tel que l'avancement de la compréhension esthétique ou tout autre prétexte rationnel. Il suffit d'apprécier le caillou. Ce type d'expérience est profondément réparateur. C'est une façon de se reconnecter à la simplicité et à la beauté du monde sans les filtres imposés par le besoin de faire quelque chose à chaque instant. La pression exercée pour justifier chaque action en termes d'utilité est un symptôme d'une société qui a perdu le contact avec la gratuité de l'être. Lorsque chaque instant doit avoir une finalité, nous finissons par devenir des sortes de vautours, cherchant toujours à tirer un avantage ou une utilité de chaque chose. Cette perspective peut éroder notre capacité à être des êtres humains complets et aimants, car elle nous déconnecte de l'ici et du maintenant, où réside la véritable essence de la vie. Les Chinois de l'Antiquité l'avaient bien compris. Ils avaient un mot pour décrire cette idée, Wu Wei, que l'on peut traduire par « ne pas forcer » ou « agir en harmonie avec le cours naturel des choses ». Cette approche inclut ce qu'ils appelaient le but sans but, un mode de vie qui n'est pas axé sur les résultats, mais qui consiste à vivre pleinement chaque instant. Ce concept contraste fortement avec la mentalité occidentale, qui insiste souvent pour mesurer chaque entreprise en termes de résultats. Nous devons retrouver cette capacité à vivre sans être constamment obsédés par les résultats. Il ne s'agit pas d'ignorer les responsabilités ou d'abandonner les objectifs, mais de reconnaître que la vie ne se réduit pas à l'utilitarisme. L'existence elle-même est un phénomène beau et fascinant, et la capacité à apprécier les charmantes choses sans importance est ce qui rend l'expérience humaine riche et significative. Par conséquent,
Le défi contemporain n'est pas seulement de survivre ou de prospérer économiquement, mais de retrouver l'esprit de loisir et de gratuité qui définissait autrefois le véritable sens de l'éducation. Cela nécessite un changement de perspective, un éloignement de l'obsession de la productivité et une revalorisation de la simplicité, de la contemplation et de l'expérience sans but immédiat. Car, en fin de compte, c'est cette absence de but qui peut nous redonner une vie plus pleine, plus authentique et plus humaine. L'idée que quelque chose puisse être sans but a généralement une connotation négative dans la mentalité occidentale. Nous disons que quelque chose est un gâchis, un échec ou sans valeur lorsque nous ne trouvons pas de justification claire à son existence ou à sa fonction. Toutefois, dans d'autres cultures, comme celle des Chinois, l'absence de but est considérée comme une qualité positive. Elle représente un état naturel de l'être, où les choses existent et s'écoulent simplement, sans qu'il soit nécessaire de leur imposer une justification ou un but. Prenons l'exemple des vagues de la mer qui s'écrasent sur le rivage, allant et venant, sans cesse, sans destination. Pour certains, cela peut sembler n'être qu'un mouvement répétitif dépourvu de sens. Pourtant, c'est cette absence de but qui rend ce mouvement si beau. Il n'essaie pas d'être autre chose que ce qu'il est. C'est également l'essence de nombreux enseignements zen, qui célèbrent le néant apparent des choses comme un chemin vers la liberté. Un grand maître zen, par exemple, a exprimé cette idée dans son poème de mort. Il a dit « De bain en bain, j'ai prononcé des choses dénuées de sens ». Cette simple phrase est d'une profondeur remarquable. Le bain représente à la fois le début et la fin de la vie. Le premier, où le bébé est lavé après la naissance, et le second, où le corps est préparé pour l'enterrement. Pendant tout le temps qui s'écoule entre ces deux moments, il reconnaît que ce qu'il a dit n'avait peut-être pas de raison d'être, mais c'est précisément la beauté de la chose. Vivre, parler, être, non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement parce que c'est ce que l'on fait. Pensez aussi au chant des oiseaux. Beaucoup disent que le chant est un moyen d'attirer des partenaires ou de marquer un territoire. Bien que cela soit scientifiquement plausible, il y a là quelque chose de plus profond et de plus essentiel. N'est-il pas possible que le chant soit aussi l'expression de l'existence même de l'oiseau? Un son qui, comme le fracas des vagues, n'a pas besoin d'un but pour être apprécié? À ce propos, si vous appréciez cette réflexion sur la simplicité et l'essence de la vie, pourquoi ne pas donner un like à la vidéo? Cela m'aidera à vous proposer plus de contenu comme celui-ci. À ce propos, que pensez-vous du concept d'une chose sans but? Êtes-vous d'accord avec le fait que la beauté peut être trouvée dans les choses qui sont simplement sans but précis? Laissez votre avis dans les commentaires, j'aimerais beaucoup vous lire et discuter avec vous. Essayer de tout réduire à un but peut également nous déconnecter de l'essence de la vie. Pensez à la danse. Le but de la danse n'est pas de se rendre à un endroit précis dans l'espace. Personne ne danse pour traverser une pièce le plus rapidement possible. La danse, c'est l'instant, l'expérience. De même, la musique est un exemple parfait de quelque chose qui n'a pas besoin de destination. Si l'intention d'une symphonie était simplement d'arriver à la dernière note, le meilleur chef d'orchestre serait celui qui la dirigerait dans le temps le plus court possible. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. La musique est faite pour être vécue, note par note, sans hâte ni attente. Dans la vie, nous l'oublions souvent. Nous grandissons en entendant que nous devons suivre un but, découvrir un sens ou remplir une fonction. Cela peut conduire à une existence angoissée où nous essayons constamment de justifier notre présence dans le monde. Et si nous permettions simplement à la vie d'être, comme les vagues, comme le chant des oiseaux, comme la danse? C'est exactement ce que les anciens enseignements orientaux nous invitent à considérer. Ils suggèrent qu'embrasser l'absence de but n'est pas renoncer à la vie, mais l'accepter dans sa plénitude. Cessez d'essayer de tout contrôler ou de tout définir et vivez plutôt avec légèreté et curiosité. Après tout, c'est dans cette liberté que nous trouvons la vraie joie. L'expérience de se perdre sans intention de revenir est un acte d'abandon à l'imprévisibilité et à la beauté de la vie. C'est comme marcher dans une forêt sans carte ni destination, simplement en errant, en ressentant le présent. Cette pratique a quelque chose de profondément libérateur. Elle nous reconnecte à l'instant présent,
à la simplicité de l'existence. Il y a un charme particulier à se perdre dans ces petits moments sans but. Souvenez-vous d'un jour où vous vous êtes promené, peut-être avec une branche à la main, en touchant des troncs d'arbres, en frappant des cailloux ou en laissant simplement votre esprit vagabonder. À ce moment-là, vous avez fait preuve d'une véritable rationalité humaine. Vous ne cherchiez pas quelque chose de spécifique. Vous viviez l'expérience pour elle-même, apprenant l'art de ne pas faire, au sens le plus pur du terme. La plupart des plus beaux aspects de la vie sont en fait dépourvus d'une fin unique. Prenons l'exemple de la musique. Le but d'un morceau de musique n'est pas d'atteindre la dernière note le plus rapidement possible. Si c'était le cas, une symphonie se résumerait à une course, et les meilleurs chefs d'orchestre seraient ceux qui finiraient le plus vite. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. La musique est faite pour être ressentie, note par note, moment par moment. Il en va de même pour la danse. Personne ne danse pour traverser une pièce, mais pour ressentir chaque mouvement et chaque pas comme une expérience à part entière. Ce même principe peut être appliqué à la vie. Nous nous préoccupons souvent trop de trouver un but précis à tout ce que nous faisons, comme si notre existence devait être justifiée par des buts et des objectifs concrets. Mais en cherchant sans cesse une destination, nous perdons la richesse du chemin. Nous vivons bloqués dans le futur et oublions que c'est dans le présent que la vie se déroule vraiment. C'est une pensée qui remonte à diverses traditions philosophiques, notamment orientales. Le concept taoïste de Wu Wei est particulièrement pertinent à cet égard. Traduit par « sans forcer », il décrit un état d'harmonie avec le cours naturel des choses. Au lieu d'essayer de modeler ou de contrôler tous les aspects de la vie, le Wu Wei nous invite à laisser la vie se dérouler, couler comme une rivière. C'est dans cet esprit que de nombreux grands penseurs ont trouvé la véritable sagesse. Lao Tzu, l'auteur du Tao Te Ching, parle de la façon dont la nature aime et nourrit toutes les choses sans essayer de les contrôler. Cette approche ne signifie pas la passivité, mais une confiance profonde dans l'ordre naturel de l'univers. En faisant confiance à ce flux, nous évitons l'épuisement qui résulte du besoin constant d'imposer notre volonté au monde. Ce principe peut également être observé dans la manière dont nous nous comportons avec la nature qui nous entoure. Imaginez que vous regardiez des oies sauvages voler et disparaître dans les nuages, ou qu'un navire disparaisse derrière une île lointaine. Ces moments ont un charme particulier parce qu'ils ne nous offrent pas de réponse ou de solution. Ils sont simplement. En les observant, nous sommes invités à nous détendre et à nous abandonner à la simplicité de l'instant. Mais qu'en est-il pour vous? Quel effet cela fait-il d'observer simplement la vie sans essayer de la contrôler ou de trouver un sens à chaque instant? Si cette idée résonne en vous, j'aimerais beaucoup en entendre parler dans les commentaires. Partagez votre expérience et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre interaction m'aide à vous proposer d'autres réflexions de ce type. Dans le monde moderne, nous sommes souvent encouragés à penser que chaque instant doit être productif. Cette mentalité peut nous conduire à vivre dans un état de pression constant, où nous oublions que le simple plaisir d'exister est, en soi, suffisant. En acceptant l'idée que nous n'avons pas besoin d'avoir un but précis en permanence, nous pouvons redécouvrir la joie dans des activités simples, comme marcher sans but ou simplement contempler un paysage. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez poussé à faire quelque chose, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Ou bien pouvez-vous simplement être présent et laisser la vie s'écouler autour de vous. Rappelez-vous, c'est en lâchant le contrôle et en s'abandonnant à l'instant présent que l'on trouve souvent les plus grandes formes de liberté et de bonheur. La vie nous offre des choix constants, et l'un d'entre eux est la décision de faire confiance ou non à ce qui nous entoure, la nature, l'inconnu et, en fin de compte, nous-mêmes. Mais cette confiance n'est pas une garantie de sécurité, c'est un acte de foi qui nous permet de vivre pleinement, même dans l'incertitude. L'expression « il faut bien tracer une ligne quelque part » attribuée à la création de l'univers reflète la nécessité d'établir des limites pour que quelque chose se produise. Sans contraste, sans lumière et obscurité, sans bien et mal, sans début et fin, il n'y aurait pas de mouvement et la vie serait statique. Ces limites ne sont pas des barrières qui nous restreignent, mais des structures qui donnent forme à l'expérience humaine. Choisir de faire confiance, c'est accepter que ces limites existent et que, malgré tout, nous sommes dans un univers qui n'a pas de chef suprême ou de contrôleur absolu. Cette absence de contrôle est libératrice.
Comme l'enseigne Lao Tse dans le Tao Te Ching, le Tao lave et nourrit toutes choses, mais ne les domine pas. C'est cette approche de non-domination qui nous permet de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie, plutôt que de lutter contre lui. Réfléchissez à la manière dont cela s'applique aux situations quotidiennes. Lorsque nous essayons de contrôler chaque détail, que ce soit au travail, dans nos relations ou même dans nos pensées, nous finissons par créer de la tension et de l'anxiété. C'est comme si nous nous accrochions à quelque chose de si fort qu'il nous glisse entre les doigts. La confiance, en revanche, c'est comme relâcher l'air de ses poumons après une longue inspiration. C'est se détendre au rythme de la vie, lui permettre de s'écouler sans besoin constant d'interférence. Cette approche n'est pas synonyme de négligence. Faire confiance, c'est aussi accepter qu'il y ait des erreurs et des échecs, mais aussi que ces moments soient donc des occasions d'apprendre. Par exemple, lancer un objet, comme le scénario hypothétique du jet d'un cendrier, nécessite de lâcher l'objet. Si vous ne le lâchez pas, il n'atteindra jamais sa destination. La vie est exactement comme cela. Vous devez lâcher prise pour qu'elle se produise. C'est dans ce contexte que la confiance en l'inconnu devient un acte de courage et de liberté. En lâchant le contrôle, vous vous ouvrez aux possibilités infinies qui existent en dehors de votre planification et de vos attentes. C'est dans cet espace d'abandon que nous trouvons le véritable potentiel de l'expérience humaine. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'idée de faire confiance au flux naturel de la vie, même face à l'incertitude? Si cette réflexion vous a apporté quelque chose de nouveau, laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de votre point de vue. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Ce simple geste m'aide à continuer à vous proposer des contenus qui vous font réfléchir. En renforçant ce que nous avons appris tout au long de ce voyage, nous avons vu que faire confiance à la nature, externe et interne, est un acte d'acceptation et de liberté. L'absence de but n'est pas quelque chose de négatif, mais une expression de la beauté et de la simplicité de la vie. L'abandon d'un contrôle excessif est essentiel pour vivre pleinement, en permettant à la vie de s'écouler avec ses imperfections et ses opportunités d'apprentissage. Les limites et les contrastes façonnent notre expérience, mais ils ne doivent pas nous emprisonner. Si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusons ces idées et créons un monde où nous pouvons vivre avec plus de confiance, de légèreté et de sens. Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine fois.